Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce lundi 13 novembre 2023. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler crypto, pour parler BTC, et ça commence tout de suite. Pour rappel, vous avez toujours la possibilité d'avoir accès gratuitement au parcours pédagogique, qui est une formation de 60 heures d'une valeur de 400 € qui vous permet d'apprendre la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique, le trading, tout pour devenir rentable, à travers 130 vidéos, 400 pages de guide, des quiz pour savoir où vous en êtes dans votre progression, et le tout gratuitement. Pour avoir accès à cette formation à vie, il suffit d'utiliser la plateforme d'un de nos partenaires, tout est expliqué en commentaire et en description. On commence tout de suite les nouvelles par FTX qui poursuit Bybit pour récupérer 1 milliard de dollars. Alors au niveau de l'histoire, c'est un peu complexe parce qu'il y a deux phases. Il y a la première phase lorsqu'il y a eu l'écroulement de FTX dans lequel on a eu Bybit qui a réussi à récupérer quasiment 1 milliard de fonds, donc très important. Lorsque il y a eu l'impossibilité de retirer les fonds, alors exactement, c'est pas super précis au niveau des différents articles que j'ai pu lire, on ne sait pas si c'est une fois que ils ont été incapables de pouvoir faire l'ensemble des retraits, que les retraits des fonds de Bybit ont été retirés, ou si c'est avant. Personnellement, d'après ce que j'ai pu lire, ce qui revient le plus souvent, c'est avant en anticipation, ce qui est en même temps logique qu'il y a un paquet de personnes qui ont réussi à les retirer. Après c'est vrai que vu le montant et le fait que c'était noté VIP Request Prioritize, donc ça veut dire qu'il y a bien eu un traitement de faveur qui a été effectué pour Bybit pour récupérer ses fonds. Et justement FTX souhaite récupérer une partie de ses fonds, voire même la totalité, étant donné que c'est Bybit plus les sociétés qui gravitent autour, notamment Mirana qui est la société d'investissement de Bybit. Donc là, il y a un procès qui va avoir certainement lieu, et il y a d'autres éléments. La deuxième partie de cette histoire, c'est principalement lié au BitDAO, donc qui est l'entité derrière Bybit, qui est le token Bit, et donc BitDAO, l'entité décentralisée qui est derrière, qui s'est renommée Mantle, et qui a sorti un nouveau token qui s'appelle le MNT, dans lequel on peut échanger les bits, BIT, par des MNT pour un ratio de 1 pour 1, ce qui est plutôt classique, dans quelque chose que l'on connaît sous une forme de rename, dans lequel on va rebrander la marque. Bon, alors, en l'occurrence, ils ont vu que FTX commençait à minter ses bits en MNT et ont refusé de les voir avec un vote de la communauté, entre guillemets, et j'aime bien ce entre guillemets parce que oui, on n'oublie pas que BitDAO est, oui, un DAO, mais quand un DAO est dominé par 3-4 personnes, est-ce que c'est encore vraiment décentralisé ou pas? À vous de me dire ce que vous en pensez. Est-ce que, selon vous, FTX doit vraiment poursuivre Bybit? Est-ce que c'est plutôt le jeu classique dans lequel ils ont réussi à retirer? Bon, bah ils ont réussi à retirer. Est-ce que c'est normal qu'ils bloquent après le passage dans leur nouveau token, j'ai envie de vous dire, qui ne le ferait pas? Après, la question de la légalité va être tranchée par notamment le procès. À côté, bonne nouvelle pour les détenteurs enfin en tout cas de la dette de FTX, c'est que étant donné que Solana a réaccéléré à la hausse, encore une fois, on n'est pas loin des 55 $, dans lequel nous avons donc une valorisation supplémentaire de l'ensemble des sols qui sont détenus par FTX, et là, actuellement, on est vraiment pas loin de compléter la perte totale qu'avait FTX grâce à cette accélération haussière, grâce justement à cet emballement du sol. Ça permet justement d'avoir un allègement de la pression au niveau de la dette de FTX sur les différents débiteurs. Par contre, il va falloir à un moment donné vendre le token SOL. Est-ce que le SOL va être vendu tel quel ou est-ce qu'il va être vendu en OTC? Vous connaissez toujours, pour moi, ma prérogative. Je pense que ce sera forcément vendu en OTC. À côté, on a Near Foundation qui continue à faire des nouvelles, qui fait un partenariat avec Eigenlab. Alors Eigenlab, vous en avez peut-être pas entendu parler, bien que j'en ai parlé quelques fois sur la chaîne. C'est une fondation qui est spécialisée dans la création des roll-up, d'Ethereum et surtout dans la notion de restaking. Alors le restaking, c'est quelque chose qui est plutôt controversé dans l'économie Ethereum et dans la communauté Ethereum, notamment Vitalik Buterin qui est plutôt contre, qui permet en fait d'utiliser le staking d'Ethereum pour protéger
d'autres protocoles, qui est un peu ce qu'essaie de faire Atom avec la sécurité partagée, dans le fait où on peut justement protéger son upchain directement avec Atom. Là, l'idée c'est d'utiliser aussi les Ethereum stackés pour pouvoir protéger d'autres blockchains qui sont interfacées. Near Foundation a pour but principalement de créer de faciliter, l'accessibilité à des bridges et notamment toute une partie d'interfaçage avec Ethereum. Near Protocol qui vraiment essaie de se spécialiser dans la notion de BOS qui est Blockchain Operating System. En tout cas, c'est sûr, ça bouge pas mal au niveau de Near. Si c'est un projet qui vous intéresse, je vous ai fait beaucoup de vidéos dessus, n'hésitez pas à regarder sur la chaîne. Au niveau de la macroéconomie, nous avons un seul et unique véritable chiffre que l'on va regarder cette semaine, qui va être mardi 14 novembre 14h30, qui va être l'IPC. IPC qui est la représentation de l'inflation qui est le plus regardé, notamment par la Fed, à savoir que lors du dernier discours de Jérôme Powell, on a eu un gros froid qui a été lancé sur le fait que potentiellement on pouvait avoir encore une augmentation de la Fed si jamais on avait une détente du marché qui était trop fort, parce que le but était vraiment de descendre dans les objectifs des 2%. Je vous avoue que là, le prévisionnel nous montre une chute de 3,7 à 3,3, donc on se dirige doucement vers les 2%, même si les services ont du mal à descendre, ça je vous ai déjà expliqué, notamment dans ma vidéo de ce samedi-là, je vous invite à aller la regarder si vous l'avez pas vu, dans lequel, en effet, l'IPC Core va être vraiment surveillé. Si jamais on a une inflexion suffisamment forte au niveau de l'inflation, ça veut dire qu'on aura une respiration réelle des marchés pour pouvoir continuer à pousser, parce que principalement ça veut dire qu'on pourra avoir la mise en place du pivot encore pendant un certain temps, parce que le but de la Fed et pourquoi la Fed a augmenté aussi vite et aussi fort ces taux, c'est pour tenir l'inflation, et si on a une inflation qui s'enfonce, ça veut dire qu'on aura l'equity qui poussera, en tout cas c'est ma vision de la chose, surtout que on a un pétrole qui commence sa semaine vers quelque chose qui est plus les 75, encore une fois. Je vous rappelle que pour moi, on va être dans une mise en place d'un range entre 75 et 85, au niveau du pétrole, voire même un chouïa plus haut dessus, parce que on a à côté la confrontation du reste du monde dans lequel on veut un pétrole en dessous de 80 et l'OPEP qui veut un pétrole au-dessus de 80 pour pouvoir tirer un maximum profit de la production qui leur reste, ce qui est plutôt logique étant donné que le pétrole est un produit fini. Et donc là-dessus, on a l'inflation qui va être tributaire de ce qui se passe au niveau du pétrole. Donc il va falloir vraiment surveiller cet élément-là, et je pense qu'on va être dans une forme d'oscillation qui va être en même temps une forme de combat politique, géopolitique, sur le pétrole. À un moment donné c'était le dollar, à un moment donné c'était l'or, maintenant ça va être clairement le pétrole, enfin ça revient, parce que c'était encore le cas déjà avec le premier choc pétrolier, mais là on revient encore sur le devant de la scène avec le pétrole comme étant moteur de l'inflation et moteur de l'equity, parce que l'equity, donc c'est-à-dire les actions, attendent principalement d'avoir une détente au niveau de la Fed pour pouvoir repartir vraiment à la hausse. On a atteint d'ailleurs avec le SP500 un niveau vraiment critique qui est les 4440, dans lequel ici on a un début de semaine qui est plutôt négatif. N'oubliez pas, 70% du temps quand on commence une journée alors que le marché US n'est pas ouvert, généralement on ravale la bougie et on part dans l'autre sens, donc ça voudrait dire qu'on irait retester ici les 4500, qui est le niveau que j'ai donné justement dans l'analyse de samedi, l'analyse de l'hebdomadaire. La zone importante pour moi aussi, c'est le gold, qui va nous donner une bonne information sur la détente du marché, dans lequel on a une belle distribution de week-off qui est en cours, avec un BCARST-SO, donc on est bien dans une démarche de distribution, avec un uptrust ici qui est allé chercher les liquidités qui a été laissées par le BC, donc par le buying climax. On voit ici qu'on a eu bien une inflexion baissière, mais on n'est pas allé chercher ici la liquidité de cette zone-là, donc pour moi on n'a pas fait de break-off structure, et on attend le break-off structure. Là on est dans une zone soit de retest, soit de réaccélération, donc là pour moi ça va se jouer, soit on va faire un UTAD dans lequel on va retester cette partie-là, et ensuite repartir à la hausse, chercher la liquidité de l'UT, soit on va valider ici le break-off structure avec une cassure baissière, et là à ce moment-là on aura bien une belle validation qui aura en cours, on attendra un retest, et là on aura un très beau short pour aller à minima chercher les 1600 pour moi au niveau du gold. Donc si on a cette up là, ce sera plutôt positif, sinon on va continuer à pousser avant de faire justement la distribution et de valider un retour classique. On n'oublie pas que le gold c'est certainement l'actif qui est le plus manipulé au monde, grâce principalement aux ETF. D'ailleurs, question, est-ce que ce sera la même chose avec les ETF BTC? Est-ce qu'on aura aussi une forte manipulation? Ça reste
à déterminer. D'ailleurs, en parlant de BTC, on avance, on est toujours dans ce setup dans lequel on a eu première phase d'accélération, zone de ranging pendant 250 jours, ce qui a été long, hein. C'est vraiment la phase de latéralisation qui est vraiment très dure, dans lequel on tenait un support et on avait une peur de casser très fort et on n'arrivait pas à casser la résistance. Résistance qui a été cassée, résistance des 32 000, dans lequel on a eu l'accélération haussière qui s'est faite en 2 temps. Première accélération, latéralisation d'une semaine, deuxième accélération, on pourrait attendre encore une semaine de latéralisation, à savoir qu'on est bien ici dans une diminution au niveau de l'accélération haussière, on est bien ici au niveau du CME sur le RSI, avec un RSI qui est en surachat, et donc c'est plutôt classique quand on est dans ces phases d'accélération. Est-ce que c'est normal? Oui. Est-ce qu'on va rester là? Potentiellement. N'oubliez pas que le RSI, on peut rester en surachat pendant très longtemps et continuer à pousser, ce n'est pas un signe de vente réelle. Surtout que on a ici une divergence baissière qui est bien présente, qu'on connaît déjà, dans lequel on a eu une accélération haussière, une respiration au niveau du RSI sur du daily, dans lequel on est en train d'avoir à peu près la même chose ici, accélération, alors qu'on a un RSI qui est en train de s'enfoncer légèrement, donc on a une petite divergence, mais encore une fois les divergences, on peut les traîner longtemps. Regardez bien la temporalité de cette accélération haussière, dans lequel on a traîné la divergence durant toute cette période-là, d'accord, hein, parce que là j'ai juste noté ici, mais on voit bien qu'on a la belle divergence qui va jusqu'ici. Donc à un moment donné, il faut bien prendre en considération qu'on peut aller relativement haut en ayant cette divergence baissière avant qu'elle soit activée, et elle pourrait très bien être désactivée avec simplement ici une rupture du précédent RSI, et à ce moment-là on serait dans une pattern qui serait différente. Donc pour moi on est toujours dans une surexposition liée principalement aux nouvelles des ETF, en tout cas aux rumeurs de validation des ETF. Il est possible que dès qu'il y aura une nouvelle rumeur, on retrouve encore une accélération haussière au niveau du BTC. Je suis toujours dans la prérogative de me protéger, et c'est le plus important vraiment, de me protéger, de protéger mon capital, de protéger les positions que j'ai en long déjà et que j'ai construites déjà depuis un certain temps, par rapport à la possibilité d'un sell the news. C'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler et dans lequel on aborde. En tout cas, on profite de cette accélération haussière parce que ça fait du bien au portefeuille. Ça permet notamment aux gridbot de continuer à faire leur profit, prendre une partie de profit assez forte, dans lequel on a pris aussi sur certains coins une partie de profit, mais on garde toujours la visibilité de la préparation du bull run et dans lequel on profite de cette accélération haussière. Court terme, ce qui est intéressant de voir, c'est que on se retrouve dans cette zone de ranging classique du week-end, mais dans lequel on n'a pas fait, justement, les principes de liquidation. Je sais pas si vous avez remarqué, mais d'habitude, le dimanche soir ou le lundi matin, on a une accélération haussière, puis une accélération baissière, où on liquide justement les parties hautes et basses. Bah là, ce n'est pas du tout le cas. On a un RSI qui est en train de s'enfoncer. Bon, là, on n'a pas trop de signaux, mais par contre, quand on commence à regarder un petit peu les liquidités, on voit bien les liquidités qui ont été construites durant toute cette période-là, hein, durant ce week-end, dans lequel on a construit majoritairement quoi? Bah, du short, parce que tout simplement, on est en surexposition. Quand on voit, hop, on va se remettre ici, c'est compliqué d'acheter dans cette zone-là, hein. C'est vraiment très très compliqué d'acheter ces zones-là, voire même c'est quasiment impossible. Il faudrait acheter cette zone-là et placer son stop ici. On sait très bien que ça c'est classique au niveau des liquidités, donc si jamais on a un retracement ou une chasse à liquider, on ira liquider cette partie-là avant de repartir. Donc c'est vraiment compliqué de se positionner en long ici pour une continuité haussière avec des targets qui pourraient être relativement courtes, à savoir qu'on se rapproche de la fin de l'année, mais je sais qu'il y a des personnes qui sont en train de le faire, mais majoritairement les personnes sont en train d'essayer de shorter ce marché et d'appuyer en fait relativement fort sur le marché, sauf que ça fonctionne pas comme ça, étant donné qu'on se retrouve systématiquement dans des accélérations haussières pour aller liquider ces personnes et continuer à pousser à la hausse. Tant qu'on aura des personnes qui seront en short avec énormément de levier, on continuera à pousser au nord et continuer justement à grimper. Et en plus, si jamais on a une continuité des rumeurs sur la validation de l'ETF, à ce moment-là, on continuera à accélérer à la hausse, ça il faut pas le douter. Au niveau de Kingfisher, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on se retrouve encore une fois sur les CVD qui sont en train de fléchir. Bon, pour moi c'est plutôt classique, hein, dans lequel on n'a plus d'agressivité au niveau du marché. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a ici bien la même chose qu'on a déjà vécu ici. Est-ce qu'on aura une semaine vraiment de latéralisation avant de pouvoir repartir sur une accélération haussière ou baissière, et donc un CVD qui va continuer à descendre pour aller chercher potentiellement plus bas, et donc à ce moment on aura bien une dynamique qui sera marquée d'inversion entre
l'agressivité du marché et l'accélération du cours. Donc là-dessus, ça voudrait dire que les acheteurs sont en train de s'épuiser, étant donné que on sera de moins en moins agressif malgré la hausse du cours, et généralement c'est signe de reversal. Ça va être à surveiller, on n'a pas encore l'information, il va falloir attendre ici la latéralisation et voir potentiellement le CVD qui casse les niveaux des... ici c'est lots qui ont été effectués sur le perp, et ici au niveau du spot, à savoir que le spot est quand même plus agressif que le perpétuel, chose qui est assez rare, qu'on n'a pas vu depuis relativement longtemps. D'ailleurs, en parlant de vue depuis longtemps, on a recassé encore un lot au niveau de l'open interest. Ça veut dire que les personnes sont en train de diminuer les positions à levier qu'ils sont en train d'avoir, ce qui est plutôt positif. C'est exactement l'écho qui est en train d'avoir là, hein. C'est-à-dire que les mouvements sont en train d'être poussés majoritairement par du spot, ce qui est plutôt positif pour l'ensemble du marché, et dans lequel, ici, on a une petite accélération des top traders qu'il va falloir surveiller. Je pense que c'est une forme d'allègement de position de hedging, c'est-à-dire que dans tous les cas, ici, on a eu une partie réelle de diminution des shorts, parce qu'il y a une possibilité de réaccélération haussière, ce qui est plutôt quelque chose de classique. On arrête pour aujourd'hui, et d'ailleurs si vous n'avez pas regardé la vidéo que j'ai effectuée dimanche, qui est vraiment sur la notion de FOMO, je vous invite à la regarder, je pense que ça vous parlera beaucoup par rapport à ce que vous ressentez actuellement, ou ce que vous avez ressenti ces dernières semaines, et si vous avez aimé la vidéo que j'ai effectuée aujourd'hui et mon contenu, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça soutient la chaîne, et ça me fait surtout très plaisir, et nous on se retrouve 13h30 pour une vidéo sur OP.